Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Money du Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. Cette vidéo fait partie de la catégorie FAQ où je réponds à des questions que vous m'avez posées dans les commentaires à la précédente vidéo de cette catégorie. Si vous avez des questions par rapport à des sociétés concrètes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, hein, comme ça je les rajouterai dans la liste pour éventuellement faire... pas éventuellement, mais même certainement faire des analyses de ces entreprises dans mes prochaines vidéos. Comme d'hab, au début de cette vidéo, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, en cliquant la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos. N'oubliez pas de mettre des likes, comme ça, pour me remercier pour le travail que je fais gratuitement, et pour que cette vidéo soit visible à plus de personnes, et pour que notre communauté grandissent. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne et pour me motiver davantage de faire de plus en plus de vidéos, vous avez un lien PayPal où vous pouvez faire une donation pour la chaîne pour que je puisse la développer de manière un peu plus efficace et vous fournir des outils plus sophistiqués pour faire des analyses des entreprises qui vous intéressent. Voilà, donc nous commençons pour analyser les entreprises qui m'ont été posées dans les commentaires pour la précédente vidéo. Et la première vidéo que je voudrais regarder avec vous s'appelle Henkel. Donc ça, c'est une entreprise allemande. Je trouve que c'est effectivement assez intéressant à la regarder parce que ça fait partie d'un secteur assez défensif. En fait, c'est une entreprise qui possédait d'une marque Persil, parce que de mémoire, parce que je regardais il n'y a pas si longtemps cette entreprise, je crois que la marque Persil a été licence à cette marque a été cédée à Unilever. Donc dans tous les cas, Unilever, c'est aussi une entreprise qui fait partie d'un secteur défensif. Et donc ceux qui posent cette question, la personne qui m'a posé cette question sur l'entreprise Henkel, à mon avis, en fait, il est dans le bon état d'esprit par rapport au marché actuel, parce qu'effectivement, il faut chercher des entreprises qui sont peut-être ont subi des baisses, mais qui font partie des secteurs défensifs parce que l'incertitude est énorme. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs catégories de vidéos sur ma chaîne qui correspondent plus ou moins aux trois piliers majeurs que je mets en avance à chaque fois dans le projet Mind the Cash, c'est que l'analyse commence toujours par l'analyse macro. Donc ça, je vous invite de regarder les vidéos hebdomadaires qui s'appellent Bourse Hebdo. Elle est attachée à cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Deuxième pilier de l'investissement Mind the Cash, c'est l'analyse fondamentale. Donc on doit comprendre les fondamentaux de l'entreprise, ce qu'ils font, ce qu'ils sont, surtout les perspectives de ces entreprises. Et troisièmement, nous regardons l'analyse technique pour effectivement comprendre ce que le marché, comment le marché estime l'avenir de cette entreprise avant tout. Et deuxièmement, pour choisir les bons points d'entrée ou les bons points de sortie, ou bien si vous êtes trader pour faire des shorts éventuellement à partir des bons niveaux. Donc voilà, donc Henkel pour moi c'est une entreprise qui devrait normalement faire partie du secteur défensif. Je vous rappelle que moi je fais exprès de ne pas préparer mes vidéos parce que ça permet surtout aux débutants de voir comment je regarde des entreprises, quels sont mes réflexes en fait dans l'analyse très générale des entreprises. Parce que évidemment dans ce format de vidéos je ne peux pas faire l'analyse approfondie, donc là je fais le maximum pour avoir un aperçu global de l'entreprise. Est-ce que c'est éventuellement il n'y a pas des alertes qui me sautent vraiment dans les yeux, et si mais après c'est à vous de investiguer plus profondément l'entreprise pour décider si c'est intéressant d'y investir ou pas. Donc voilà, donc là je commence par rapport aux des fondamentaux de cette entreprise. Déjà c'est intéressant, je pense que vu que c'est une entreprise qui possède beaucoup de marques, vous donner une idée quels sont les brands en fait, quels sont les produits principaux de Henkel. Bon, peut-être que vous le connaissez déjà, mais quand même. Donc c'est très très simple, il suffit d'aller sur Google Images, donc tout de suite ça vous montre des produits, donc on voit bien Persil, mais Persil de mémoire ça a été délégué en quelque sorte, ou bien dans certains pays, à la société Unilever. Donc là, mais en tout cas, vous pouvez voir effectivement les marques qui sont très très connues, en tout cas quasiment toutes ces marques que moi je connais, on les voit régulièrement dans les supermarchés, et vous voyez que c'est effectivement des secteurs, des produits au quotidien qu'on utilise quasiment toujours. Voilà. Maintenant, regardons les ratios de cette entreprise. Déjà, c'est une grande entreprise, évidemment. Donc, le market cap représente 35,5 milliards d'euros, donc c'est déjà pas mal. Donc, le PE ratio, après le PE ratio, bon, encore une fois, je le regarde un peu moins, mais dans tous les cas, pour l'analyse globale, ça convient, on va dire, à la louche. 16%, ce n'est pas très cher, mais pas non plus bon marché, donc c'est à peu près ce que je m'attendais, hein, quelque chose entre 15 et 20, je m'attendais à peu près. Donc et 2%, un peu plus de 2% de dividendes, dans notre monde de taux zéro, ça peut être considéré comme un dividende intéressant. Donc je commence par des ratios, donc le PER on a déjà vu.
Price to sales, donc déjà par rapport à son chiffre d'affaires, l'entreprise n'est pas valorisée trop cher. Je vous rappelle qu'il y a une règle très à la louche, surtout qui est applicable pour des entreprises non cotées ou de petites entreprises quand elles se font racheter par une autre. Souvent, on estime l'entreprise à 2 années de chiffre d'affaires. Donc évidemment, c'est très 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 à la louche, donc parce que ça peut être vraiment n'importe quoi pour certains types de business. Mais dans tous les cas, quand je vois cette entreprise qui n'est pas bien particulière, parce que le business model est quand même assez compréhensible, donc la valorisation de 1,6 ne me paraît pas, donc 1,6 années de chiffre d'affaires ne me paraît pas excessive. Price to book, price to book, c'est en fait, ici pour cette entreprise, on peut quand même considérer price to book, mais même si ce n'est pas le majeur critère, donc en gros, c'est le prix de bourse par rapport à son prix comptable. Book, cela veut dire c'est la valeur comptable de l'entreprise. Donc si ça dépasse, cela veut dire qu'il y a des attentes. Donc en fait, l'entreprise ne valorise pas uniquement leur bâtiment, leur licence, etc. Mais il valorise aussi les perspectives de l'entreprise. Donc on voit que le marché valorise presque à 2 fois la valeur comptable, ce qui est tout à fait correct. Donc c'est pas ni excessif, ni trop cher, ni excessif, ni trop bas. Donc, parce que si la valeur de marché, la valeur de marché elle est inférieure au book value, donc inférieure à la valeur comptable, on peut se dire deux choses. On peut avoir deux raisonnements. Le premier raisonnement, c'est une valeur très sous-évaluée. Donc, dans ce cas-là, vous réfléchissez un peu comme Benjamin Graham ou Warren Buffett, que vous cherchez la valeur des côtés. Warren Buffett, d'ailleurs, un petit peu moins, mais surtout Benjamin Graham. Mais par contre, ce qui arrive plus souvent, surtout dans notre monde actuel où on regarde que l'avenir, c'est souvent un indicateur que les perspectives de cette entreprise sont très mauvaises. Donc du coup, le marché s'attend que les fondamentaux vont se dégrader et du coup, ils vont rattraper le cours de bourse sous-évalué que l'inverse et pas le cours de bourse qui va rattraper la valeur comptable. Donc du coup, la valeur comptable va s'éroder pour rejoindre la valeur de bourse inférieure à cette valeur comptable au moment que vous regardez. Donc c'est juste un point théorique pour que vous puissiez vous situer par rapport aux différents ratios. Plusieurs personnes m'ont demandé d'ailleurs d'enregistrer les vidéos sur des ratios. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que c'est pas facile, on va dire. Parce qu'en fait, je peux vous parler des ratios, mais ça sera trop déconnecté des réalités, on va dire. Parce que pour certains secteurs, il y a des ratios qui sont importants, mais pour d'autres secteurs, c'est complètement autres ratios qui sont importants. Typiquement, si vous analysez une entreprise pétrolière, vous allez regarder les ratios, par exemple aussi PER, price to book, etc., parce que les perspectives sont moroses pour ce secteur. Mais si vous regardez par exemple une entreprise comme Facebook, dans ce cas-là, vous allez regarder que les perspectives. On s'en fiche de leurs valeurs comptables, on s'en fiche de leurs actifs tangibles ou intangibles, etc., etc. Mais ce que nous estimons, c'est les perspectives, comment leur business model va se développer. Et il y a encore un exemple peut-être encore plus extrême, c'est les petites biotech où il n'y a qu'un seul produit qui font des recherches, ils ne font que perdre de l'argent. Donc du coup, évidemment, regardez les ratios, ça sert absolument à rien. Donc, en fait, c'est pour ça que dans ces vidéos FAQ, j'essaye de regarder des entreprises de différents secteurs et ça vous permet effectivement de se projeter pour ce secteur, quels sont les ratios qui sont importants. Donc pour ce secteur qui est quand même très mature, c'est pas le fait qu'il est défensif, mais surtout que c'est pas un secteur de FANG, vous voyez, donc ou biotech, où il n'y a que des perspectives qui comptent. C'est un secteur très traditionnel, même peut-être trop traditionnel, et donc du coup on regarde les ratios traditionnels. Donc, vous voyez, donc c'est ça le point qui est très important. C'est pas facile d'enregistrer une vidéo sur les ratios quand c'est déconnecté d'une discussion d'une société concrète. Voilà. C'est juste ça, c'est pas parce que j'ai la flemme d'enregistrer des vidéos, mais c'est surtout parce que c'est difficile de faire cette vidéo intéressante. Voilà. Mais vous pouvez me poser des questions, quels ratios sont intéressants, importants pour un secteur donné. Ça, c'est une question, à mon avis, un peu mieux posée. Voilà. Donc, maintenant, regardons les marges. Les marges, c'est très bien. Déjà, la marge grosse margin, c'est marge brute, c'est 46%, donc c'est bien parce que c'est confortable. Et la marge nette lui laisse 12%, ce qui me paraît aussi pas mal pour un business mature comme ça. Donc évidemment, le coût de structure, parce qu'en fait, la différence entre la marge brute et la marge nette, c'est plus ou moins le coût de business. En fait, si le business est efficace, dans ce cas-là, la différence sera moins importante. Si le business est consommateur en ressources, typiquement comme le business de Henkel évidemment, la différence sera plus importante. Si vous allez regarder une entreprise industrielle, la différence sera énorme. Parce qu'évidemment, ils ont des usines, ils ont plein de choses, ils ont plein de salariés.
et la différence entre marge brute et marge nette sera importante. Mais marge brute, elle est importante quand même à regarder parce que c'est le potentiel. Parce que potentiellement, si le coût de structure est zéro, dans ce cas-là, ils vont faire une marge de 47%. Évidemment, ça ne sera jamais zéro, mais ils peuvent, en restructurant leur business, sans changer le business model, ils peuvent optimiser éventuellement leurs marges nettes, qui sont évidemment les plus importantes. Donc voilà. Mais dans tous les cas, au niveau des marges, c'est très confortable. Ensuite, la rentabilité, ça c'est le ratio que j'aime beaucoup. Donc la rentabilité est pas mal. Donc moi je recommence pour une entreprise comme ça. Encore une fois, moi quand je regarde ROI, ça c'est sans tenir compte de la dette, en moyenne presque 15%, ça c'est le niveau à partir duquel moi je commence à m'intéresser. Bon, c'est 14 un peu plus, mais c'est une entreprise quand même trop stable, on va dire. Donc là, je peux faire une concession que 14, c'est bien. Et en plus que leur marge compte tenu de la dette, donc ça veut dire que la dette utilisée efficacement, donc elle est très confortable. Au-delà de 10, moi je trouve mais c'est vraiment très sain ce rapport aujourd'hui, parce que visiblement qu'ils n'ont pas beaucoup de dettes, ça on le verra juste en bas. Et en plus, cette dette, elle est utilisée de manière très efficace. Voilà. Moi j'espère que je suis assez clair. Si mes explications sont claires, hein, mettez-moi un like déjà, c'est bien. S'ils ne sont pas clairs, vous pouvez mettre en dislike, mais mettez-moi peut-être des propositions, comment je peux éventuellement proposer un autre format de vidéo pour que ça soit un peu plus formateur, on va dire. Parce que le but de ma chaîne, en grande partie, c'est partager évidemment mon avis, mais aussi donner des formations quelque part pour que vous compreniez un peu mieux comment lire les marchés, parce qu'en fait c'est pas simple en fait, parce que tout dépend des entreprises, tout dépend des cas concrets. Donc on voit un petit peu quand même la perte des bénéfices par action, mais bon après on est en fin de cycle, donc là c'est pas évident que la consommation est largement pénalisée, donc ce n'est pas étonnant de voir cette baisse. Et la dette, comme je vous disais tout à l'heure, elle est peut-être toute faible, et ce qui est bien pour une entreprise comme ça, parce que pour une entreprise comme ça, je m'attends généralement d'avoir une dette beaucoup plus importante que ça. Et payout ratio nous laisse présager une augmentation de dividendes possible. Donc vraiment l'entreprise excellente. Donc merci pour cette question, la personne qui m'a posé. Donc voilà, déjà comme ça, c'est intéressant d'y investir. On va regarder l'analyse technique. Voilà, Henkel. Voilà, mais bon, le graphique technique, qu'est-ce que ça nous inspire? Je pense que tout est assez évident. Donc, moi j'ai enregistré la vidéo hebdo il n'y a pas longtemps, donc ça me fait beaucoup penser au l'indice S&P 500, au l'indice DAX, à l'indice CAC 40. Donc, on est à peu près la même figure. En fait, là, on a chuté avec le coronavirus. On prétend d'être en cycle 1V, auquel moi je ne crois pas personnellement, mais il y a un certain qui croit. Donc, si vous croyez que c'est en cycle 1V, dans ce cas-là, il y a encore une certaine marge de hausse. Mais dans tous les cas, on voit au niveau de volume déjà, on voit qu'il y a vraiment le plafond là. Donc vous pouvez très bien voir que pour franchir ce plafond, ça va être compliqué là. Donc là, je pense que si vous êtes optimiste, encore une fois, si vous êtes optimiste, on peut très bien envisager quelque chose comme ça. Donc ok. Si vous êtes optimiste sur le marché, encore une fois, on peut dessiner quelque chose comme ça. Et je pense que probablement, c'est ce qui va se passer. Mais, donc on a un potentiel pour bouger jusqu'à 90. Donc là, pour toucher ces niveaux très puissants. Mais pour moi, c'est le maximum qu'on puisse avoir. Vraiment, maximum. Parce que là, on a entamé... Bon, mais vraiment, il suit le marché. Donc là, le bêta doit être... Bon, la bêta, c'est la sensibilité aux indices qui le fait partie. Donc ça doit être DAX. Pour moi, elle est évidente. Donc, ça veut dire investir dans Henkel, c'est investir dans les marchés financiers globaux, parce que, bon, évidemment, il n'y a pas de... Je suis quasiment certain qu'il suit tous les cycles, en fait, économiques. Donc, ça, tic. Vous voyez, donc, là, effectivement, il y a eu une grande tendance haussière depuis la crise de subprime, ce qu'on voit parfaitement qu'il a été... Bon, mais continuer plus loin. Et qu'il a été cassé en septembre 2017. D'ailleurs, ça c'est intéressant. Pourquoi? Donc quelque chose s'est passé ici. Si vous connaissez un peu cette valeur, en fait, dites-moi quand est-ce qu'ils ont vendu les droits au persil, parce que ça c'est leur produit phare, hein, clairement. Et je me demande si cette vente n'a pas eu lieu à ce niveau-là, justement. Parce que
la grande tendance, elle reste quand même baissière. Donc c'est ça qui me dérange un petit peu sur cette valeur du coup. Parce que je vois que depuis 2017, pourtant début 2017, c'est pas bon. Non, c'était l'été 2017, c'est pas vraiment une période de mémoire compliquée boursièrement parlant. Non, mais c'est quand même excellent. On regardait comment l'analyse technique parfois elle est efficace. Donc là, on a vraiment, avec coronavirus, on a chuté, comme tous, et on a touché juste le bas de canal. Donc pour ceux qui pensent que l'analyse technique ne marche pas, je pense qu'ils n'ont pas raison. Et là, on est en train de revenir, et on va certainement toucher le haut du canal. Il n'y a aucune chance de le franchir. Pour moi, c'est vraiment le niveau 90. Vous savez ce que je vais faire? Là, je vais vous montrer aussi si vous utilisez le même site que moi. Je vais créer une alerte. Si elle bouge au-delà de 89, je vais penser au short. Je vais penser au short et je vais créer une alerte pour moi. Vous voyez? Parce que vraiment, là, à ce niveau-là, sur Enkel, pour moi, il y a vraiment très peu de chances qu'on puisse franchir ce niveau. On est vraiment très proche. Vous voyez, donc, vous voyez l'avantage de coupler l'analyse fondamentale et l'analyse technique. En regardant l'analyse fondamentale, je me suis dit que c'est une valeur très intéressante à investir aujourd'hui. Okay, mais en regardant l'analyse technique, je vois qu'il y a un problème. Je ne sais pas ce que c'est comme problème. À partir de 2017, il a entamé une tendance baissière. La tendance haussière, depuis les subprimes, ça a été cassé. Et maintenant, on a touché pendant... En fait, elle suit, on va dire, sagement cette tendance baissière. Donc même pendant cette crise de la folie de coronavirus, il a touché juste le bas de canal et pas plus. Donc là, on a un petit peu dépassé, mais quand même, c'est pas grave. Mais c'est parce que moi, je n'étais pas très exact non plus. Sur mon graphique, là, c'est exact. Là, c'est exact. Donc là, c'était vraiment... Elle est super technique, cette valeur. Et là, on s'approche vraiment vers le haut du canal. Et je ne vois aucune raison pourquoi elle devrait aller plus loin. Donc pourquoi, dans les conditions actuelles, dans les conditions d'économie actuelles, pourquoi elle devrait casser cette tendance baissière long terme si la valeur elle baissait même avant la crise de Covid-19. Donc à voir, parce que moi je pense que ça sera une opportunité short excellente vu l'analyse technique. Donc vous voyez, donc ça c'est une valeur. Vous voyez comment l'analyse technique peut remplacer ma vision fondamentale, parce que là, visiblement, le marché il voit quelque chose de différent que moi j'ai vu dans les chiffres passés, parce que du passé, on a déjà vécu ça. Donc, non, passons à autre chose maintenant. Bon, deuxième valeur que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est Bonduelle, parce que Bonduelle, je pense que vous connaissez. D'ailleurs, il y a en février, je crois que j'ai enregistré une vidéo sur un Bonduelle américain qui s'appelle B&G Foods, BGAS, en fait c'est le ticker sur la bourse américaine, qui a fait beaucoup de profits. D'ailleurs là je sais qu'il y a un certain des abonnés Mind the Cash qui ont acheté aussi comme moi cette valeur. Par contre moi je fais une connerie, je l'ai vendu un peu tôt, quelque chose que je n'arrive pas à me pardonner pour. Mais Bonduelle, en gros, ça, c'est vraiment un secteur très défensif. C'est du alimentaire, c'est ceux qui fournissent aux différents supermarchés, etc., etc. Donc vraiment, cette vidéo sera visiblement consacrée au secteur plutôt défensif. Donc là, vous connaissez que dans les supermarchés, on a plein de produits Bonduelle, je veux même pas en parler. Donc on voit à peu près le même rendement. On voit le PE ratio qui est quand même plus bas que Henkel qu'on a vu. Bon, c'est pas le même secteur, certes, mais c'est quand même les secteurs de même catégorie. Donc en fait, l'analyse que je vais appliquer, donc les ratios que je vais regarder seront relativement similaires. Parce que c'est pas c'est un business stable et c'est pas un business booming en fait. C'est pas un business qui va transformer le monde demain. Donc je regarde les ratios immédiatement. Donc PE. Donc là, il est très sous-évalué. Il me paraît que vraiment... C'est vrai que, vous savez, moi, je regardais Bonduelle il y a super longtemps, il y a peut-être une dizaine d'années, même plus, voire. Il était à 16 seulement. Vous voyez, donc sur une période comme ça, il ne fait rien quasiment. Cette valeur, elle fait vraiment du surplace sur une période assez longue. Donc il est valorisé à 20%, en fait même à quelques mois de chiffre d'affaires, tout simplement. Donc c'est très bas. Et elle est valorisée à leur book value. Ça, voilà, vous voyez un exemple, parce que par exemple le marché pense que cette entreprise n'a aucune perspective. Je ne sais pas pourquoi.
Je ne sais pas pourquoi ils pensent ça, mais visiblement parce qu'ils ne proposent pas de nouveaux produits, peut-être ils considèrent qu'ils ne sont pas positionnés sur le bio, peut-être quelque chose, bon, je ne sais pas, je ne connais pas le dossier. Mais dans tous les cas, il y a quand même un problème. Visiblement, selon le marché, il y a un problème. Donc on voit déjà sur le graphique que les marges brutes et les marges nettes sont très différentes, donc ça veut dire que le business est structuré de manière peu efficace. Donc là, on verra ça tout de suite. Voilà, donc 30%, bon, 28% pour la marge brute, ce qui lui laisse en net seulement 2, un peu moins de 3%. Pour moi, c'est pas terrible. C'est peut-être pour ça que le marché n'aime pas. Peut-être le business doit être reformé. Et la rentabilité, bon, la rentabilité n'est pas très mauvaise, donc c'est pas fou, mais c'est pas très mauvais. Donc 6%, bon, c'est pas une entreprise on va dire, à acheter tout de suite. Et une petite baisse de consommation, mais ça doit être, ça c'est purement, il suit certainement purement la consommation alimentaire en France typiquement, dans les pays où elle est présentée. Je vais quand même regarder current ratio. Ça, c'est par exemple, c'est le ratio de dette court terme par rapport aux actifs liquides. Donc, cela veut dire que s'ils n'ont pas des problèmes de refinancer leur dette, de financer leur dette au sein de l'exercice, c'est un an, et la dette est énorme. Donc, plus de 100%, et non, mais même 140% pour la dette totale. Donc, ça, c'est la dette longue, seulement 110. Donc, moi, je trouve que c'est une entreprise trop endettée, largement trop endettée par rapport à... Mais par contre, a priori, vous voyez, donc si on regarde ces ratios-là, donc ça c'est la rentabilité sans la dette, la rentabilité avec la dette, on passe de presque à 10 à 6, donc on perd 4%, c'est pas énorme. Donc ça veut dire que c'est pas la dette mauvaise. Peut-être qu'ils ont acheté des entreprises à crédit, peut-être au bon moment parce que les taux sont bas, et peut-être c'est des bonnes acquisitions parce qu'ils ont contribué beaucoup dans leur rentabilité. Donc en tout cas, ils n'ont pas mangé la rentabilité à cause de frais de crédit. Et le payout ratio de 24%, c'est bien, parce que là, c'est vraiment, ça laisse de la marge pour augmenter les dividendes. Donc, bon, il n'y a rien de fou, mais c'est un business où je ne m'attends pas à avoir des surprises énormes, on va dire. Pourtant, l'analyse technique, bon duel. C'est bien de regarder vraiment les sociétés qu'on connaît vraiment tous les jours. Alors, donc, elle fait du surplace. Là, j'avais peut-être tort parce qu'elle est allée jusqu'à 48 à un moment donné. C'était en décembre 17. Et là, depuis début 2018, elle ne fait que baisser. Donc, quelque chose s'est passé là. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous connaissez, ça m'intéresse. Parce que, bon, là, il y a eu vraiment une énorme hausse. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. Bon, franchement, ici, quelque chose inhabituel qui s'est passé là dans cette période. Visiblement, il y avait une attente parce que là, on est passé de... Attendez, juste... Septembre 16. Ouais, quand même... Bon, un an et demi, on est passé de vente... On a doublé. Ouais, on a même plus que doublé sur cette valeur. Et après, maintenant, on est revenu à la normale. Donc, si... Et là, par contre, sans cette hausse superbe... Effectivement, cette valeur, elle ne fait que du surplace. Donc, regardez, là, c'est ce que je disais. Mais par contre, il faut bien comprendre ce qui s'est passé pendant cette période. Donc là, je fais un peu la louche. Là, il a suivi ce parcours-là, sauf une période entre mi-2016 et début 2018. Bah, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui s'est passé, si vous connaissez ce dossier un petit peu mieux que moi, peut-être. Ouais, c'est facile, parce que moi, je ne le connais pas. Mais dans tous les cas, on est en bas du canal, là, en ce moment, et ça peut-être pas une mauvaise idée. Bon, en bas du canal, non, on est au milieu du canal plutôt. Après savoir, moi je suis plutôt neutre comme ça. Du point de vue de l'analyse technique, on peut regarder déjà les critères secondaires, on va dire, parce que bon, là les volumes, je vois que les volumes ont augmenté quand il y a eu cette hausse. Maintenant, il y a des volumes qui ont été élevés pendant la crise de Corona, ça c'est normal, c'est comme partout. Et là, elle a rebondi avec tous les marchés vers le milieu du canal, mais est-ce qu'il va aller plus loin? Là, je suis pas convaincu, franchement, parce que je vais regarder les trucs secondaires. Le RSI, ça c'est le Relative Strength Index. Donc ça, c'est c'est un indicateur technique de la puissance de tendance, grosso modo.
Vous pouvez regarder, en fait, je ne veux pas trop expliquer exactement ce que c'est, parce que vous pouvez taper facilement, vous allez tomber sur des articles dans Wikipédia ce que c'est. Mais dans tous les cas, le principe, c'est que quand c'est au milieu, donc ça veut dire que c'est une valeur bien valorisée, quand c'est au-delà en fait, il y a un canal entre 80 et 20% qui est considéré comme norme, là, comme vous voyez en tiré, là, hein, les lignes horizontales. Une fois qu'il dépasse, c'est considéré comme suracheté quand on est là. Là, par exemple, ici, on était suracheté, vous voyez, donc là, elle a baissé. Et quand on est en bas, il est survendu. Donc c'est un peu... C'est un indicateur qui est souvent utilisé, moi je l'aime bien aussi de temps en temps, mais toujours les indicateurs techniques, il faut les coupler avec tout le reste. Il ne faut pas regarder, parce qu'il y a un certain qui pense que voilà, moi je vais regarder que ça, que si, ou Ishimoku, parce qu'il y a plein de chaînes qui font que ça. Mais comprenez bien que les indicateurs techniques, tout seul, ça ne va rien dire. Vraiment, ça ne va rien dire. Il faut comprendre quand même le dossier. Mais ça peut être une information supplémentaire si vous n'êtes pas convaincu par rapport à la valeur, comme moi par exemple, par rapport au Bonduel, je ne suis pas du tout convaincu. Je vais quand même regarder ces indicateurs supplémentaires et je vois que même cet indicateur au milieu, donc là je suis complètement neutre. Je suis parfaitement neutre sur cette valeur, si vous voulez. Voilà, la troisième maintenant valeur qu'on va regarder aujourd'hui, ça sera Goodyear. Moi, je fais exprès pour choisir les sociétés un petit peu qui sont analysées de manière un peu similaire, parce que là, là c'est un producteur des pneus. Que vous connaissez probablement. Ça doit être décoté. Déjà, je n'ai pas encore vu cette valeur, mais c'est un secteur automobile, très lié automobile, donc et ça, c'est un secteur mal aimé par la bourse, et probablement c'est pour ça, c'est d'où vient cette question, je suppose. Ça a dû souffrir pendant la crise de Corona, ça a dû rebondir, mais probablement pas trop, et beaucoup de personnes considèrent que ce sont des secteurs qui ont beaucoup de potentiel. Moi, je doute que c'est des secteurs qui ont beaucoup de potentiel, honnêtement. Parce que le secteur automobile, c'est un secteur cyclique. Ça, c'est un secteur cyclique, évidemment. Et nous ne sommes pas en bas de cycle. Clairement, on n'est pas en bas de cycle. On est encore en train de inverser le cycle durablement. Et à quel point ça sera durable, je ne sais pas. Cette hausse de 10%, pour moi, c'est juste du pipeau. C'est juste parce que ça doit être technique, un rebond après une grosse chute de jeudi, je suppose. Donc, rien de bien surprenant. Donc évidemment, en grosse, ouais, c'est pas si valorisé que ça, hein, parce qu'en fait, il est à 2 milliards seulement. Pour une grosse entreprise connue comme ça, avoir 2 milliards de valos, et en plus, il est en train de perdre de l'argent, vous voyez. 8% de dividendes, c'est fou, ça paraît fou, mais l'enjeu, c'est que est-ce qu'ils vont le payer? Et le problème, c'est quand ils payent les dividendes, je vais vous expliquer que la date de détachement du coupon, vous allez perdre ces 8% sur le cours de bourse. Donc vous allez recevoir quelques semaines après en cash, mais vous allez perdre quand même sur la valeur de votre position. Donc, l'enjeu, est-ce que cette valeur est capable de, comment dire, refermer le gap de dividendes? Donc est-ce qu'il va reprendre rapidement ces 8% qu'il va vous verser, même s'il les verse, que je doute déjà. À voir. Donc je ne pense pas que ça va être un parcours si facile dans le contexte actuel. Donc là, je pense que ça va être les paramètres plutôt catastrophiques vu la valorisation. Voilà, la valorisation, c'est pas par hasard, hein. C'est parce que les marchés pensent que c'est n'importe quoi. Vous voyez, c'est valorisé à même pas 16%, encore moins que Bonduel. 16% de chiffre d'affaires. Et voilà, ça c'est un exemple parfait de ce que je viens de vous expliquer. Le marché pense que cette entreprise n'a aucune chance. Donc, elle est valorisée moins que ses actifs tangibles. Ces actifs comptables, pardon. Et ces actifs comptables, c'est des actifs souvent tangibles. C'est des usines, des locaux, des matériels, voilà, donc plein de choses. Donc, et là, le marché pense que c'est les fondamentaux, c'est la valeur comptable qui va s'éroder, plutôt que la bourse va remonter, les cours vont rattraper leur valeur comptable. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple typique de ce phénomène que je viens de vous présenter. La marge brute faible, donc 20% seulement, 20% et demi, pas beaucoup. La marge nette, là maintenant, elles sont en perte visiblement. Donc, et pendant 5 ans, en moyenne, il avait seulement 3% et demi. C'est rien. Vraiment, marge de 3% et demi, c'est le business, il tient, il finit juste ses fins, il fait juste ses fins du mois, quoi. Donc il gagne pas. Le business model ne gagne pas d'argent. Donc là, il reste à flot, mais pas plus que ça. Donc
Donc là, la rentabilité, c'est pas la peine d'en parler parce que là, on est en perte totale. Mais au moins là, elle s'écroulait hein, littéralement. Donc ça, c'est la crise de Corona déjà qui est représentée dans ces chiffres. Bon, les dividendes vont... Peut-être qu'ils sont déjà supprimés, les dividendes, je sais pas. Donc, mais je crois pas qu'ils vont... S'ils vont payer, vous voyez, cette entreprise, si elle va payer les dividendes, c'est une connerie. Parce qu'ils ont pas... Ça veut dire qu'ils devront emprunter. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer le dividende en situation actuelle. Et la dette court terme, elle est très proche à leurs actifs liquides, donc ils peuvent avoir les besoins de financement à court terme prochainement. Donc, la dette long terme, elle est énorme parce que c'est un secteur qui est très carnivore en termes de actifs. Ils ont besoin d'emprunter beaucoup. Mais ce n'est pas une raison de ne pas y investir. C'est là qu'on va voir. On va voir. Probablement, techniquement parlant, on verra quelque chose de plus intéressant. Donc je regardais que l'année dernière. Alors, qu'est-ce que ça nous inspire? Donc là, évidemment, ça c'est quoi? C'est la crise de coronavirus, on a chuté. Sur le graphique plus long terme, en fait, on est où déjà? Bon, déjà, on est très bas, voilà, donc ça c'est déjà pas mal. Donc là, je vais me cacher pour l'instant pour juste mieux voir les niveaux. Et ça, c'est le niveau actuel. Donc là, on est vraiment proche des plus bas historiques. Donc ça, c'est un niveau où il y a beaucoup de volume. Et le plus bas, c'était à 4. Donc là, il a rebondi de 2 fois depuis ses plus bas. Et vous voyez, donc sur RSI, là, maintenant, on voit qu'il y a effectivement une certaine... on est proche de la limite de survente. On n'est pas encore dans la zone là. Si on était là, on pourrait dire que la valeur est survendue. Là, ici, là, je ne pense pas que... Bon, les RSI ne m'inspirent rien. Donc là, les volumes sont énormes. Ouais, c'est une valeur que le marché considère comme une zombie. Et c'est bien grave quand même. Parce que là, franchement, moi, je ne me mettrais pas mes pieds dedans, personnellement. Mais vous, c'est vous qui voyez. Et vous voyez, parce que même le rebond, là, en cycle en V, comme on a vu pour les autres cas, là, ici, on a fait ça, mais ici, on ne fait pas V. Hein. Donc, cela veut dire que vraiment, il n'a même pas suivi, il a fait presque... C'est pas en L, mais clairement pas en V. Parce que si en V, vu comme le marché S&P 500, il a fait ça, presque. Bon, et là, je suis allé un peu trop lent, parce que là, il s'est arrêté là, quelque part. Mais c'était bien, parce qu'en fait, on a chuté fort, mais on a remonté fort, parce que le marché, les investisseurs croyaient que ça a été excessif. Mais ici, le marché ne croit pas que cette baisse est excessive. Donc je pense que c'est quand même assez compliqué. Mais moi, je ne mettrai pas mes pieds dans cette valeur pour le moment. Mais en tout cas, si vous avez posé cette question à cause des dividendes, oubliez-les. Donc les dividendes ne vont pas être versés, même s'ils sont déjà coupés. Hein, parce que, voilà, donc Goodyear, je ne recommande pas. Donc la prochaine et peut-être la dernière société que nous allons regarder aujourd'hui, c'est Engie. Donc ça, c'est notre géant français de l'énergie. Donc ça, c'est le secteur utilities déjà. Quand on commence à analyser quelque chose, bon, il y a différents secteurs, ils sont plus ou moins sensibles au cycle économique, etc., etc. Et on peut croire, effectivement, surtout les débutants, souvent le font, ils croient que bon, l'énergie, on aura toujours besoin, comme l'alimentaire, comme etc., etc. Mais n'oubliez pas que le secteur utilities, tout ce qui est électricité, gaz, etc., etc., c'est des secteurs méga, hyper régulés. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est sûr qu'on aura besoin de l'énergie, on aura besoin de l'électricité, on aura besoin d'encore plus, mais les régulateurs, les gouvernements le savent parfaitement, ils ne laissent généralement pas à ces entreprises de faire des profits. Donc, tous leurs tarifs sont très régulés, toutes leurs activités, elles sont scannées à la loupe, en fait, par nos chers gouvernements. Donc, ces entreprises sont souvent des trappes à valeur. Donc, c'est souvent des très mauvaises idées de y investir, et souvent, elles font tout simplement rien en bourse, voire chute en bourse. Donc si vous voulez quand même vous exposer sur des entreprises de ce secteur, ce qu'on appelle utilities, ou les collectivités locales, qu'on appelle en France, choisissez plutôt les pays anglo-saxons, parce que
Et même là, c'est pas si simple. En fait, sauf que dans les pays anglo-saxons, il y a plus de concurrence et il y a moins de régulation entre ces entreprises. Typiquement, aux États-Unis, il y a plein d'utilities globales qui permettent de générer de l'énergie dans des régions bien déterminées des États-Unis. Si vous investiguez bien ces dossiers, vous pouvez faire des gros profits. Pareil pour l'Angleterre, même en moindre mesure, parce que typiquement, je connais un dossier qui s'appelle Centrica, qui est proche à ce domaine, c'est Utilities aussi. Et justement, je l'avais dans le portefeuille, j'avais une toute petite ligne, et elle a chuté énormément justement parce que le gouvernement anglais il a changé d'avis, ils ont commencé à comporter un peu comme en France, ils ont commencé à réguler le secteur, et Centrica, au lieu d'être une entreprise, la utility, une des plus rentables en Europe, elle est devenue une copie de EDF. Donc, et une fois que ça s'est matérialisé, Centrica s'est chuté en bourse. Donc ça, c'est Centrica, c'est une énorme, c'est un géant anglais. Et donc là, vous pouvez voir que Engie, c'est un peu le même secteur. Donc si vous les achetez, il faut les acheter pour les dividendes. C'est rare que je le dis, mais c'est vrai. Donc parce que là, c'est que les dividendes qui sont intéressants ici. Et on peut les choper en bas de canal, parce qu'en général, ces actions ne font rien, boursièrement parlant, en espérant de les garder pendant une année ou deux, toucher les dividendes, les revendre. Voilà. En espérant qu'ils ferment le gap de dividendes. Voilà, je vais vous dire comme ça. Je viens de vous expliquer ce qu'est le gap de dividendes, donc j'espère que ça doit être assez clair. Donc, market cap assez gros, 26 milliards et demi d'euros. PER est très élevé, mais PER très élevé pas parce que le marché considère cette valeur comme valeur avec des perspectives, mais surtout parce que il gagne peu, je pense. En fait, justement parce qu'une entreprise, le coût du business est énorme, voire elle perd de l'argent, je ne sais pas. Donc le dividende, c'est bizarre parce qu'en général, c'était un dividende énorme, mais là, il n'y a rien du tout. Je ne sais pas si c'est site d'investing qui montre pas bien, ça arrive. Typiquement pour Total, je ne sais pas pourquoi elle montre n'importe quoi. Donc voilà, donc là, elle est valorisée en demi-année de chiffre d'affaires. Il est valorisé, vous voyez, elle est valorisée en dessous de leur valeur comptable. Et en plus, la valeur tangible. Bon, là, on verra dans une autre vidéo. Parce qu'en fait, la valeur comptable est divisée en tangible et non tangible. Et tangible, c'est ce qui est vraiment les actifs physiques. Et intangible, ça comprend aussi des goodwill, c'est l'écart d'acquisition. C'est quand la société elle achète une autre, elle surpaye souvent cette société, la différence va dans l'écart d'acquisition. Et donc, du coup, c'est des valeurs un peu fictives, on va dire. Donc, souvent, ils gonflent leur valeur comptable avec ces phénomènes de valeurs intangibles. Donc la marge 33,5, vous voyez, là c'est un exemple typique. Donc 33,5 la marge brute et rien la marge nette. Donc c'est un business très peu efficace, très mal organisé, mais ce qui ne m'étonne pas, parce que bon, déjà, la rentabilité, il n'y en a pas, même pas de quoi parler. Donc la rentabilité déjà brute, il est à 2% et quelques, je sais pas qu'est-ce qu'on peut chercher dans cette valeur, honnêtement. Mais encore une fois, je vous dis, c'est pas le business rentable, c'est des business subventionnés par l'État, tout simplement. Et le current ratio, il va pas faire faillite, elle va jamais faire faillite. Par exemple, pour investir dans les obligations, vous êtes sûr qu'elle va jamais faire faillite. Mais investir dans equity, ça c'est toute une autre chose, toute une autre histoire. Voilà, moyenne sur 5 ans, c'est 5% de dividendes, c'est énorme, mais regardez payout ratio, c'est juste fou. Donc elle emprunte pour payer les dividendes, donc parce qu'elle ne génère pas du cash flow. Elle n'a pas d'argent, cette entreprise. Donc voilà. Il n'a pas d'argent pour ses actionnaires. Donc Engie. Regardez les obligues. Si c'est au-dessus de 3%, mais je ne pense pas, ça peut être intéressant. Parce que ça, c'est vraiment une valeur sûre pour les obligataires. Voilà, donc là, elle est chutée de 15 avec coronavirus. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi. Et là, elle n'est pas repris. Vous voyez, ça c'est typiquement elle. Donc là, la bourse a chuté avec Corona et il n'a pas trouvé ça bon marché. Il n'a pas repris avec les marchés. Donc ça, c'est typiquement une valeur en cycle en L. Donc la tombée ne remonte pas. C'est ce que je vous disais. Il n'y a aucune perspective, donc le marché n'aime pas. C'est normal. Le marché, il sait ce qu'il fait. Vous voyez, donc la valeur, donc elle fait rien depuis 2013, plus ou moins. Donc elle fait que baisser même. Donc bon, là on est, on peut croire que vraiment on est très bas, c'est possible. Peut-être on peut jouer un petit retour vers les 13, mais bon, franchement, ouais, 30%, on peut essayer de prendre 30% ici. Bon.
Mais ici, en fait, l'avantage que je pense pas non plus qu'elle va chuter, cette entreprise. Donc, c'est pas... ouais, mais les fondamentaux sont tellement faibles que tout est possible, on va dire. Bon, je sais pas, j'ai pas d'avis sur ces valeurs-là et elle ne fera pas partie de mon portefeuille, ça c'est certain, sûr et certain. Bah, à vous, c'est à vous de voir si vous voulez vous emmerder avec ça, c'est à vous de voir. Voilà, et cette fois, la dernière valeur, c'est sûr, on va regarder Ubisoft, un truc un peu plus amusant que les valeurs un peu chiantes qu'on a vues aujourd'hui. Donc ça, c'est les jeux vidéo. Ça, c'est un secteur qui m'intéresse. C'est un secteur qui a profité du Corona parce que leurs ventes, normalement, ont augmenté. Par contre, évidemment, je ne connais pas très bien ce secteur, mais il y a toute une concurrence avec les Américains et tout ça. Donc, les sorties des jeux, les dates de sortie, les retards qui sont assez fréquents, cette action vous expose à tout ça. Mais dans tous les cas, c'est un secteur quand même, pour moi, assez intéressant à regarder de manière régulière, parce qu'il y a de quoi faire. Donc après, la valorisation, 8 milliards. Il perd de l'argent ou je me trompe? Je sais pas, c'est bizarre. Parce que là, les earnings per share, c'est bon. Earnings per share, c'est ok, ça c'est peut-être... ouais, c'est intéressant, parce que là, c'est vrai qu'elle est un peu... Ouais, PER n'est pas mentionné, donc ça veut dire que comme s'il perdait de l'argent. Donc en fait, elle valorisait 5 ans de chiffre d'affaires, vous voyez, donc déjà, ici, le marché pense que c'est pas trop mal. Price to book, c'est ce que je viens de vous expliquer déjà à plusieurs reprises. Donc, vous voyez, le marché, il valorise cette société 6 fois leur valeur comptable. Parce que leur valeur comptable, évidemment, pour Ubisoft, c'est pas ça qui intéresse le marché. C'est leur perspective, les jeux qui vont sortir, etc. etc. Donc, c'est ça qui est important. Vous voyez, donc, une contre-exemple d'une valeur qui n'a que des perspectives. La marge grosse, la brute, 84%, c'est énorme, c'est super, mais bon, ça c'est normal pour ce secteur, je suppose. La marge nette, je ne comprends pas pourquoi elle ressort, même en moyenne sur 5 ans, il ressort seulement 4%. Ça me surprend, parce que quels sont leurs coûts de structure, comment il faut organiser le business pour que ça soit comme ça. Peut-être les recherches, peut-être l'investissement dans quelque chose pour développer de nouveaux jeux qui consomment énormément qui mangent quasiment toute la marge. Mais ça me surprend un peu quand même. Voilà, elle est en perte évidemment cette entreprise. Donc là, mais récemment par contre, et moyen sur 5 ans, la rentabilité est très faible. Donc j'aime pas du tout cette entreprise, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je peux vous donner un exemple en fait. Voilà, Electronic Arts. Donc vous allez voir quels sont les chiffres pour une entreprise qui marche bien. Donc. Vous voyez, la marge brute 75 et 30% la marge nette. Donc là, ça me rassure beaucoup plus. Et la rentabilité, elle n'a rien à voir. Donc la rentabilité est vraiment ouf. Donc là, j'ai cette valeur dans ma liste, mais j'étais con de ne pas l'acheter sous les 100$. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde, on va dire. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une entreprise qui est du même secteur, qui va beaucoup mieux. Et Ubisoft, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi elle est en train de perdre tout. Et... Bon, moi, je ne joue pas les jeux vidéo, donc je ne sais pas trop quels sont leurs produits, quels sont leurs machins, mais là, ça me paraît vraiment, la dette, elle est énorme. Je ne comprends pas pourquoi pour une entreprise comme ça. Vous voyez, pour Electronic Arts, il n'y a presque pas de dette. Ici, il y en a plein. Je ne sais pas ce qu'ils font avec cette... Ils rachètent des concurrents, probablement, et pas de dividendes. Donc non, j'aime pas trop cette valeur. Je sais pas pourquoi vous regardez pas les trucs américains, parce que c'est pour ça qu'en fait j'aime bien le marché américain, parce que toujours ils ont plus quand même de renta. Je sais que vous pouvez acheter dans PEA, gagner d'impôts, mais c'est pas pour les impôts qu'on fait ça. Hein. Vous voyez, pour gagner un impôt sur une entreprise qui gagne peu d'argent, je préfère payer les impôts, mais investir dans les entreprises qui sont rentables plutôt que... Bon, après ça c'est mon avis. Hein. Donc non, là c'est pas... je peux en prendre 80 comme ça. Chic. Ouf. Qu'est-ce qui se passe avec cette valeur-là? N'a pas l'air d'être trop calme cette valeur. Donc, pourquoi elle a baissé comme ça avec Corona? Mais là typiquement, vous voyez, encore une fois, ça c'est le cycle, ça c'est la reprise en V. Parce que marché, il croyait que ça c'était trop fort, il a vite rebondi.
Donc ça, c'est logique pour moi. Donc là, c'est une valeur qui a à peu près qui a une confiance du marché quand même toujours. Mais dans tous les cas, je ne comprends pas qu'est-ce que s'est passé ici avec des volumes énormes. Dites-moi dans les commentaires, parce qu'il a chuté jusqu'à 40, je sais pas combien là. Il avait un gap apparemment. Un gap baissier énorme ici dans cette période-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être une annulation d'enjeu ou un retard énorme, je sais pas, mais ça doit être un gros retard là. Parce que vu que là, il est passé de 50 et quelques, une seule journée, il s'est retrouvé à 56 presque, il s'est retrouvé à 40. Ouais. On va savoir pourquoi elle a fait ça. Mais dans tous les cas, après, depuis 2019, là, on a une tendance haussière énorme qui a été cassée. Et c'était cassé par coronavirus, donc en même temps. Donc ça, on me dira que pas forcément très représentatif. Donc là, je pense que ça, c'est un truc exceptionnel, je ne veux pas le tenir compte. Donc voilà, regardons ça comme ça. Donc là, on a cassé cette tendance. Donc on a fait notre V. Et maintenant, on fait rien, en gros. Après, il faut connaître le dossier. Ici, pour moi, franchement, il n'y a pas de... Parce que là, il fait rien depuis avril 2020. Est-ce qu'elle va repartir dans le... Je sais pas. En fait, il faut connaître le dossier parce que pour moi, techniquement, ça ne va rien dire. Fondamentalement, c'est une très mauvaise fondamentaux, je trouve. Et je comprends même pas pourquoi je suis très surpris que ce soit comme ça. Et je vois pas comment on peut... Non, je vois aucun intérêt de l'investir par rapport à Electronic Arts ou les autres. C'est quoi encore? J'ai un trou de mémoire en fait. Il y avait une autre américain énorme, Electronic Arts, c'est encore une autre. Moi j'oublie, hein, je sais pas, bon. Je pense que je suis sûr que vous voyez de quelle entreprise je parle. Mais ici, il y a clairement quelque chose qui se passe, elle est vraiment dépendante de son news flow particulier. Donc en tout cas, moi je préfère d'investir dans les jeux vidéo américaines que Ubisoft, en tout cas selon leur ratio et selon l'image technique, ne m'inspire à rien du tout. Voilà, donc j'espère que ça a été utile. J'ai essayé de vous donner un peu plus de contexte, comment analyser les différentes entreprises, dans quel cas, quel ratio est important. Donc on a vu déjà des cas assez sympas où l'analyse technique reprenait le devant sur l'analyse fondamentale, donc pour une des premières sociétés qu'on a vues, Enkel. Donc là, ça vous permet de voir comment toutes les composantes de tous les trois piliers de investissement, de stratégie moyenne de cash sont importants. Donc macro, fondamentaux et techniques, tous les trois sont importants. Donc et ça, vous avez vu des exemples dans cette vidéo. Mettez-moi des likes avant de partir, s'il vous plaît, ça c'est super important. Et bon, ceux qui veulent aider la chaîne, vous avez le lien PayPal pour faire un don. C'est pas le montant qui compte, c'est vraiment le geste qui me fait beaucoup plaisir quand vous soutenez la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Moyen de cash.